parole en disant à chaque fois que tu prends un break, quoi. Et ça, tu le veux dans le replay samedi ou pas, non? Non? Ok, on y va. Info Service, c'est lundi, on donne la parole aux administrations pour vous aider, vous consommateurs, nous consommateurs que nous sommes, Nathalie. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous et bienvenue à Teddy de la DGAE, de la Direction Générale des Affaires Économiques. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des problèmes de livraison, tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter, donc avant bien sûr la livraison. Que se passe-t-il une fois qu'on a reçu ce que l'on a commandé ou acheté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et il y a bien sûr juste après le SAV, c'est-à-dire le service après-vente. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison également. Vous Un pot de construisez une yaourt, maison. j'insiste. En fait, tout ce qui s'achète, en fait. Tout ce qui s'achète. Voilà, tout ce qui s'achète et tout le monde est évidemment concerné. Ça va, Teddy? Oui, ça va. Ça va, il a retrouvé un petit peu savoir. En tout cas, il va faire des efforts pour 1 heure après. On l'entendra plus de la journée. Ça, c'est pour ses collègues. Voilà. On a un standard qui est ouvert à tout moment dans l'émission. Vous avez la priorité si vous souhaitez intervenir. Bien sûr, si vous avez eu quelques problèmes, justement, quand vous avez eu une livraison, suite à un devis, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez nous appeler au 40 86 16 00 par SMS au 7 1 2 3. Voilà, c'est dit. Teddy, est-ce que c'est un des problèmes récurrents que vous avez à traiter, le service après-vente? Alors, DGAE. c'est un problème. Donc, en règle générale, quand on parle de livraison ou de garantie, en règle générale, c'est quelque chose qui se passe après l'achat. Mais en règle générale, il faut savoir que pour atténuer cela, il faut bien y réfléchir avant l'achat. Justement, donc ouais. avant d'acheter, que Avant faut-il d'acheter faire? déjà, il faut déjà poser des questions. Et donc, au niveau de l'achat, il y a deux types d'achats. Tu as l'achat traditionnel, tu te présentes à un magasin, tu as le produit, tu le payes, tu pars avec. Donc la livraison, elle se fait immédiatement. Il y a la possibilité aussi de te faire livrer. À ce moment-là, la livraison, elle peut être payante ou gratuite. Et à ce moment-là, c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que ça doit te spécifier si c'est payant ou gratuit? Premièrement, ça doit être spécifié sur la facture. Un exemple de produit, par exemple. Prenez un exemple pour que ce soit bien Un concret. meuble, un meuble par d'accord. exemple. J'achète un meuble, j'ai une petite voiture. Je peux pas le ramener directement chez moi. On me propose de me le livrer chez moi. À ce moment-là, pas de problème. Alors, ça peut être gratuit, ça peut être payant. Alors, le premier cas, je suis sur Tahiti. Sur Tahiti, à ce moment-là, donc je paye la prestation. Malheureusement, après, je ne sais pas quand est-ce que je vais être livré. La première chose à exiger, c'est une date. Une date, alors au départ, ça va être une date prévisionnelle. Mais maintenant, une date, c'est pas de minuit à minuit, quoi. Il faudrait, de telle sorte qu'on ne soit pas immobilisé par la réception de cette livraison-là. Il faut essayer de trouver un créneau horaire. Et en fait, il faut affiner. Il faut savoir que le Au moins professionnel... dire en matinée ou en après-midi, quoi, ou en soirée. Voilà, c'est déjà une première précaution. Mais ça, c'est une obligation ou c'est préconisé pour que le consommateur puisse... Disons que, étant donné que le contrat, il engage les deux parties, il se peut qu'il y aura un souci. C'est-à-dire que lorsqu'on paye la marchandise, on ne l'a pas encore reçue. On la recevra chez soi. À ce moment-là, pour savoir si on l'a reçue en bon état ou pas, la réception se fera à la maison. Et donc, il en va de la responsabilité. Donc, qui est responsable sur tout le long du trajet? Donc ça, c'est sur Tahiti. Maintenant, la difficulté, ça va être, par exemple, j'habite dans les îles. Et donc, en règle générale, il y a trois responsabilités qui se trouvent engagées. La première, c'est le commerçant qui va livrer jusqu'au bateau. À ce moment-là, au bateau, on va faire un connaissement et le bateau sera responsable du départ de Papeete jusqu'à l'île. Port à port. Oui. De port à port. Il est couvert par une assurance, lui. On est Et d'accord. donc, en règle générale, le bateau est couvert. De plus en plus, on trouve des bateaux qui obligent les consommateurs à prendre une assurance. Donc, ça a un coût. Ça vient surenchérir le coût. Donc, il faut l'avoir à l'esprit au moment de l'achat. Parfois, le commerçant, au départ de Papeete, parce qu'il peut négocier des volumes, il te propose de payer
la livraison, soit jusqu'au bateau, soit jusqu'à quai. Donc là, la marchandise, elle arrive donc au quai, donc soit par avion si elle est de faible volume, soit au quai, ou dans la passe, parce que dans certaines îles, la livraison, ben, le bateau ne vient pas à quai, il est dans la passe, par exemple. À ce moment-là, ben, il y a encore du fret du bateau jusque chez le commerce, enfin, le consommateur. Donc, ça fait autant d'étapes que si on n'y a pas réfléchi au préalable, on se retrouve en difficulté. Donc ça s'arrête où? Au domicile de l'acheteur, du client, ou le quai, puisqu'on évoque les îles? Alors, si le consommateur le récupère au quai, c'est à ce moment-là qu'il réceptionne. Et à ce moment-là, il y a l'État. Donc, le connaissement, c'est un document qui est fait par le subrécargue. Le subrécargue, c'est le responsable de la compagnie maritime sur le bateau. Donc, lui, il vérifie l'état de la marchandise à l'arrivée. Donc, il est responsable de cet état jusqu'à la livraison. Un peu comme une voiture de location, quand on fait le tour de la voiture, l'état des lieux ou d'un appartement. Ça. Okay. Et donc, il est responsable de l'état qui reçoit la marchandise. Et à ce moment-là, dès lors qu'on voit qu'il y a des anomalies, il faut les signaler aussitôt. Ne pas hésiter à refuser de prendre livraison. Et à ce moment-là, il se peut qu'un problème arrive, c'est que le professionnel, au départ, il considère que dans les îles, donc le fret bon. retour n'est pas à sa charge. Donc toutes ces questions-là, il faut les poser avant pour éviter de nous appeler pour avoir ses droits. Mais ça, c'est un minimum. Nous, on essaiera de renseigner au mieux. Mais ce qui est important, c'est le contrat. Comment est-ce que le contrat a été établi et qu'est-ce qui est écrit exactement? Il faut pas garder le meuble. On prenait l'exemple d'un meuble, ça peut être n'importe quoi, une voiture. Si le meuble est cassé, s'il y a quelque chose, faut pas le réceptionner. Mais si ce meuble, moi, j'en rêvais, je suis bien content de l'avoir, mais je veux négocier, je sais pas, il peut y avoir des arrangements. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, souvent le contrat, il le prévoit. Et sinon, il y a ce qu'on appelle les conditions générales de vente. Donc les conditions générales de vente. En tout petit, c'est ça, derrière. Et voilà, en règle générale, c'est ce qui est écrit très petit, mais en fait, avec des astérix, des étoiles partout, avec des renvois, mais en fait, des articles. Ça doit être lisible. Donc, dès lors que les conditions générales, le consommateur n'en a pas pris connaissance, ou si elles sont écrites si petites que il faut une loupe pour les voir, elles peuvent être considérées comme abusives. Et à ce moment-là, le professionnel risque d'être inquiété par la réglementation. Et vous connaissez les consommateurs, vous, qui lisent toutes ces lignes, même si elles sont visibles? Il y a déjà les agents d'accueil de la DGAE qui essayent de faire un effort, mais c'est vrai que de plus en plus, les consommateurs qui viennent nous voir, c'est parce que ils ont lu, malheureusement, ils ont lu après l'acte d'achat. Et souvent, ils voient des choses au départ, mais souvent après, ils sont interpellés par le fait que ils ont signé sans avoir réellement lu. Beaucoup de choses, par exemple, un crédit, on te demande de signer, mais on te donne pas vraiment le temps de lire. Et pourtant, tout ce que tu écris t'engage. Maintenant, par rapport à la nouvelle loi de pays concernant la consommation, toutes les clauses qui sont très défavorables, on dit qu'elles sont déséquilibrées. Elles sont qu'à l'avantage d'une seule des parties. En règle générale, le vendeur, ces clauses peuvent être considérées comme des clauses abusives et donc elles peuvent être annulées par le tribunal. C'est pas contrôlé ça, pardon, les conditions. C'est pas contrôlé par vos services ou d'autres services, non? Alors il faut savoir que les obligations, elles datent, par exemple, au niveau de la facturation de 2015, au niveau de la LP concernant la consommation depuis 2016, mais qu'on a laissé aux professionnels le temps de se mettre en conformité. Et le dernier délai pour se mettre en conformité, c'était le 1er août 2017. Et donc aujourd'hui, tout le monde est assujetti donc aux dispositions des clauses abusives. Et une clause abusive, c'est quoi par exemple? C'est par exemple, on dit que lorsque tu achètes, tu dois payer la totalité. Et en cas de
par exemple, on va prendre le cas d'une voiture. Une voiture, c'est un achat conséquent. Oui. Donc souvent, en règle générale, c'est un emprunt bancaire. Il y a des dispositions pour annuler la vente. Par exemple, si tu n'as pas le crédit, à ce moment-là, il y a la possibilité d'annuler le contrat. Mais en règle générale, le vendeur, il essaye de bien hameçonner le client, et en règle générale, il indique sur le contrat la mention acompte. Un acompte bloque la vente des deux parties. Donc, quand il y a un acompte, on est obligé d'aller jusqu'au bout du contrat. Alors, récemment, je suis tombé sur un contrat où on voit que d'une part, le consommateur est obligé de payer une certaine somme, une somme conséquente qui représente une très grande partie du prix de la voiture. Donc, en règle générale, si un acompte, il devrait être de l'ordre de 15% à peu près. Il ne devait pas être, par exemple, la moitié du montant de la voiture, ou 75%, ou 90%, ou la totalité. Parce que la livraison n'a pas encore eu lieu. D'autant plus si le véhicule n'est pas disponible immédiatement. Alors que ce soit un véhicule, un scooter ou autre, on doit donner une date de livraison. Parce que si la date n'est pas tenue, normalement le contrat, il peut être annulé. Donc, sauf cas de force majeure que le tribunal peut estimer. Mais en règle générale, quand je dis je vais te commander un véhicule, tu l'auras dans un délai par exemple de 4 mois, normalement, on doit se donner les moyens de commander. Donc la moindre des choses, c'est déjà de commander le véhicule. On a eu par exemple le cas de quelqu'un qui a commandé des carreaux. Il a commandé des carreaux et il a une date de livraison. Donc, par rapport à ces objets qui sont volumineux, donc en règle générale, ils arrivent par bateau. Les sociétés essaient de faire des regroupements. À ce moment-là, ils prévoient un délai de livraison très long. Malheureusement, le consommateur, il se rend compte que malgré le temps, la marchandise, elle n'est même pas commandée. Donc à ce moment-là, si la marchandise n'est pas commandée et qu'il est indiqué à compte, il n'est pas prévu dans les conditions d'achat. Il est prévu que si le consommateur ne paye pas, il va payer des indemnités. Mais le professionnel a oublié de mettre les indemnités dans l'autre sens. C'est-à-dire si lui ne livre pas, et donc par exemple sur deux cas que j'ai vus la semaine dernière, donc le professionnel il élabore le contrat, il indique que c'est un acompte, donc on est obligé d'aller jusqu'au bout, mais si jamais par exemple le véhicule ne correspond pas au véhicule commandé, la couleur, le modèle, la personne a la possibilité d'annuler. Et sans frais pour le professionnel. Alors que le client, il a immobilisé quand même une forte somme d'argent que le professionnel a bénéficié pendant une certaine durée. Donc normalement, on peut considérer que cette clause est abusive dans la mesure où le contraire n'est pas valable, quoi. Et depuis le 1er août 2017, ça a changé. Alors, c'est plus possible ça, puisque les contrats normalement sont normalement ça fait partie des clauses noires, des clauses qui sont complètement interdites. Après, pour l'annulation, il faut aller au tribunal. En règle générale, nous, ce qu'on dit toujours, c'est essayer d'abord de voir avec le professionnel, d'avoir un arrangement à l'amiable. Mais ce genre de clauses-là, le tribunal, il les annule, puisque ça fait partie d'une liste de clauses abusives. Et celle-là, forcément, le tribunal, il ne peut aller que... Donc, dans cette loi du pays, il est indiqué que s'il doit y avoir une mesure, ce sera toujours en faveur du consommateur. Donc c'est un texte qui renforce réellement les droits des consommateurs. Alors comment ça se passe dans le cas de ceux qui sont dans les îles, qui vont commander par exemple par téléphone ou par internet? Est-ce qu'ils peuvent voir ce contrat? Alors normalement, on a eu deux cas où c'était juste indiqué sur le contrat que les conditions générales sont disponibles au magasin. Mais les personnes des îles ne les ont jamais vues. Bien sûr, oui. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut leur communiquer.
leur communiquer et que ils fassent leur choix en tout état de cause. En même temps, ils sont pas en position de force, ils sont dans les îles. Je sais pas, ils veulent un canapé, ils appellent Voilà. le vendeur, ils le veulent ce canapé. Ouais. C'est déjà une chance pour eux que Voilà. ça soit livré sur leur île. C'est ça. C'est la force des vendeurs, ça, c'est de pouvoir avoir la main dessus et d'être Voilà. en force par rapport à. Ben c'est ça. Donc malheureusement, dès lors que le consommateur il y trouve son compte, il n'y a pas de problème. Mais souvent le problème c'est que lorsque nous on est sollicité, C'est quand il y a un problème. c'est qu'il y a un problème. Voilà, malheureusement. Ouais. C'est rare qu'on nous appelle pour nous dire Impeccable. ce Super. professionnel. Bonjour, je vous appelle, super. j'ai fait un achat excellent, magnifique. Voilà. Alors là, super. Voilà. Donc voilà, donc ça souvent. Donc ça c'est avant d'acheter, donc Voilà. vérifier donc d'abord s'il y a un devis et vérifier, Poser les questions. poser les De questions. savoir Un en devis, cas c'est de- pro forma, c'est ça? C'est la même chose? Voilà, un devis, une proforma. Donc en fait poser les questions et surtout par rapport aux garanties, vérifier exactement qu'est-ce qui va être couvert, notamment les îles. Est-ce Oui. que normalement la garantie légale de conformité, elle dit que dans les 6 mois, s'il y a un problème, normalement le consommateur ne doit rien payer. Le retour de l'objet, la réparation. Si on prend le texte à la lettre, normalement, il ne devrait même pas. Donc, ça veut dire que, au niveau des professionnels, il faut qu'ils en tiennent compte et que dans leurs conditions, ils le voient. Donc, en règle générale, un professionnel, c'est simple. Quand il a des charges en plus, il augmente le prix. Voilà. Donc, C'est le client qui paye. Mais au final, dans les conditions, normalement, ça doit le couvrir totalement, ouais. Voilà. Donc on va après retrouver tout ce qui est donc livraison. Quand il n'y a pas de livraison, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Comment ça se passe? Quand il n'y a pas de livraison, Alors, on ne quand il n'y a reçoit pas pas de le. livraison, ben, la on est marchandise. tenu. Alors, tout à l'heure, j'avais dit acompte. Donc, acompte, c'est un terme qui est souvent utilisé de façon abusive, moi, je trouve. Parce que, normalement, il y a deux thèmes qui existent. Si on ne met rien du tout, Mhm. la jurisprudence, elle dit que si on ne met rien du tout, ce sont des arts qui sont déposés. Ah, les arts, c'est pas la même chose C'est pas alors. pareil Non, qu'un acompte. pas du tout. Les arts, normalement, tu as la possibilité en tant que consommateur d'annuler. Le professionnel a la possibilité d'annuler. Sauf que, si c'est le consommateur qui décide de l'annuler, à ce moment-là, ben, il Récupère. perd. Ah, il perd les arts, d'accord. Par contre, si c'est le professionnel qui décide d'annuler, il doit le double. Il doit rembourser le double Des du arts. montant des arts au consommateur. Et souvent, le thème qui est utilisé, c'est acompte pour essayer de bloquer la vente. Et ensuite, le professionnel, il indique la possibilité de rembourser sans intérêt, alors que le contraire, lui, il facture des frais, quoi. Alors, D'accord. c'est quoi votre conseil? On accepte les arts, les acomptes, Alors, qu'est-ce qui est mieux sur un contrat de vente? tout dépend tout dépend d'abord du professionnel et tout dépend aussi de ta volonté de voir aboutir ou pas la chose. Si tu as un doute et que tu pourrais ne pas aller jusqu'au bout de la vente, vaut mieux préconiser des arts, quoi. La compte engage tous les deux. Et à ce moment-là, c'est l'engagement de commander, de payer la totalité et de supporter éventuellement des frais. Si jamais tu vas pas jusqu'au bout, c'est des frais que tu Bien vas sûr, oui. supporter. Donc c'est ça, c'est plutôt jusqu'où tu es prêt à aller. Donc ça, c'est sur des marchandises. Après, par rapport aux commandes, tu peux commander des choses, par exemple, à l'étranger. Donc, il Internet? faut Via Internet? Internet, par exemple, où il y a des sociétés qui te commandent des choses. Par Les exemple, achats groupés, là, tout ça, là? achats groupés ou vente de portables, Ça, vous d'ordinateurs. surveillez parce que c'est nouveau. On en voit pas mal sur les réseaux sociaux, Alors, notamment. C'est Alors, les conditions sont exactement les mêmes. Donc, le gros problème qu'on a, c'est lorsque la marchandise n'arrive pas, ou la marchandise arrive, mais avec un surcoût. Un surcoût qui n'était pas prévu dans le contrat. Mais parfois, le surcoût, il est prévisible, on va dire. Par exemple, quand tu commandes une marchandise qui est interdite à l'importation, c'est sûr que tu la recevras jamais.
Parce qu'il y a des réglementations locales qui interdisent d'importer certains produits. C'est-à-dire, par exemple? Alors, je vais trouver un exemple très simple. Récemment, il y a une personne qui est venue se présenter chez nous et qui est revenue avec un pareo. Donc, on lui a offert un pareo à Nouméa et la personne s'est présentée à l'aéroport avec un pareo. Et alors? Ben, le pareo, en fait, il y a une taxe sur ce pareo. Et donc, avant de l'introduire en Polynésie, il faut justifier du paiement de cette taxe. Sinon, le pareo, il est bloqué à l'aéroport. Alors que c'était un cadeau, un pareo. Même si ça fait partie des, Voilà. Parce qu'en fait, il y a une autorisés. liste de produits qui sont interdits. On la trouve où, cette liste? Parce que moi, pareo, pour moi, c'est une info, quoi. Alors, après, je commande pas de pareo, mais je les achète local. Il n'y a pas que les pareos, hein. Il y a d'autres produits aussi qui sont soit soumis à une interdiction totale d'importation. Donc, il y a l'arrêté, par exemple, 861 CM de 1999. Ah ouais, voilà. celui-là. Donc, c'est un produit qui liste des produits qui sont totalement interdits à l'importation ou soumis à des quotas. Le miel, par exemple. Voilà. Sinon, il y a les fruits et légumes, par exemple. Les fruits et légumes à l'importation sont soumis à une licence. Donc, tu peux les faire venir, mais il y a toute une étape. Il y a le service phytosanitaire, mais surtout, il y a une licence à l'importation. Donc, les quotas sont ouverts. Il y a un système de quotas. Par exemple, si tu reviens, par exemple, de Nouméa avec des saucissons de serre, ou de métropole avec des saucissons particuliers, la réglementation, elle va s'appliquer. Donc après, il faut juste regarder les textes. Donc il y a des choses, on sait pertinemment qu'en les commandant, on les recevra pas, si on est mal informé. Il y a d'autres choses, il y a des conditions. Ouais. Si vous voulez témoigner, si vous avez des questions à poser à notre invité Teddy Adjé de la DGAE, Direction Générale des Affaires économiques, pardon. Un seul numéro de téléphone pour nous joindre. Au 40 86 16 00 et au 7 1 2 3. Voilà, on attend vos appels, soyez curieux, n'hésitez pas, n'attendez pas la fin de l'émission qui laissera la place à la conclusion. Teddy, on en revient au groupe d'achat-vente, ça vous n'êtes pas contre, simplement il faut faire attention comme pour un magasin. C'est ça. Il y a un contrat de vente qui doit être envoyé aussi pour chaque personne. Les conditions, tout le monde doit être informé. Alors, y compris à distance, quoi. Tout ce qui est Internet, Facebook et tout. Le fameux VAD, vente à distance, c'est ça. Voilà. Bien. Donc la couverture est la même. Mais il faut dire que la loi de pays, la LP Conso, là, c'est une bombe. Quand je l'ai découverte... Celle qui est sortie le 1er août, là, 2017, non? Non, autre chose encore, oui. Non, c'est de 2016. En fait, la loi du pays de 2016, la LP Conso, en fait, la LP Conso de 2016, en fait, elle donne clairement l'avantage aux consommateurs. C'est-à-dire que lorsque le tribunal doit statuer, normalement, c'est indiqué dedans que s'il y a un doute, ce sera le consommateur qui devra en bénéficier. C'est une bonne nouvelle pour nous consommateurs, alors. Voilà. Donc pour les professionnels, il faut juste qu'ils règlent les conditions de telle sorte que tout ce qui est clause abusive disparaisse, et ensuite il y a d'autres clauses dites grises, un peu moins graves, mais en dernier ressort, c'est toujours le tribunal qui favorise le. En fait, c'est lui qui a le dernier mot. Alors, il y a une façon facile pour le professionnel, par exemple, il y a une clause abusive qui dit, par exemple, que il peut indiquer dans ces conditions générales, par exemple, une juridiction qui est autre que celle que le consommateur devrait utiliser. Par exemple, on parle du choix du tribunal, c'est ça? Le choix du tribunal, en règle générale, c'est le tribunal de première instance de propriété qui statue sur la plupart des contrats de celui qui, on vient d'apprendre, est plus à l'avantage des consommateurs. Et j'ai trouvé dans des conditions générales de vente où on demandait aux consommateurs d'aller sur une autre juridiction, quoi. Au Sénégal, à Ziguinchor, non? Ça peut aller où? Hors territoire? Non, mais c'était toujours sur le territoire, mais par exemple, tribunal administratif ou autre. Mais en fait,
Non, bon, c'est mal le diriger, le conseiller en fait. Voilà, c'est surtout ne pas lui donner ses droits réellement. Et vous avez des contrats types, enfin je veux dire des bons de commande, voilà. Alors le truc, ce n'est pas à nous de valider ou d'invalider des contrats, c'est que le tribunal. Mais c'est vrai que nous, on fait une veille, c'est-à-dire que nous avons récupéré la plupart des contrats qui se pratiquaient jusqu'alors. Et étant donné que les professionnels avaient un moment pour se mettre en conformité, on va faire la deuxième procédure, c'est-à-dire vérifier les nouvelles conditions générales de vente telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui pour les comparer. D'accord. Donc pour certaines sociétés, malheureusement, on a été obligé de les brusquer un petit peu, de telle sorte qu'ils se mettent en conformité un peu plus vite. Alors, je voulais revenir sur je pense que ça va être un petit peu long d'ailleurs, parler de la construction. Oui. Quand on fait un devis avec l'entrepreneur, le particulier, une grosse boîte, on fait un devis. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'on faut lire tout le contrat? Les questions sont les mêmes. Donc le devis d'abord c'est combien. Ensuite c'est quand est-ce qu'il est valable, combien de temps il est valable le devis. Et enfin quand est-ce qu'on va être livré quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir emménager dans la maison. Et donc et il y a aussi le paiement parce que bien souvent on l'entend au moins un petit peu une fois par semaine. Voilà. Commande, 75, 100. Alors en règle générale, c'est sous forme de crédit. À ce moment-là, le banquier, il demande dans le devis qu'il soit fait par fraction. Donc, par tranche. Donc, par exemple, le gros œuvre, c'est la première tranche. Donc, qui est libéré d'abord. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, les tranches, elles avancent. Bon, on a eu des cas récemment où soit c'est les intempéries qui ont ajouté la durée, c'est-à-dire ça a rallongé la durée de livraison, soit c'est tout simplement la réglementation locale. Par exemple, la personne, elle avait prévu, par exemple, un système pour les eaux usées. Malheureusement, les services concernés, ils ont considéré que ce n'est pas suffisant par rapport au nombre de personnes qui habitent dedans. Donc, il a estimé que c'était un système de drain qui devait être fait à ce moment-là. Et tout ça, ça a un surcoût. Le problème, c'est que lorsqu'on fait, qui c'est qui paye? Lorsqu'on fait le devis au départ, le devis il est signé par les deux et la banque, elle se base sur ça pour prêter. Elle essaie de prêter au mieux de telle sorte que tu empruntes en une fois. Malheureusement, souvent on a le cas de travaux qui ne sont pas terminés parce que la livraison ne peut pas être effectuée dans la mesure où soit les travaux ont été rallongés, soit par le temps, soit par les demandes incessantes de modification, remodification. Du client, oui. Du la client, personne peut dire oui. Alors que ça ne figure nulle part, soit par le manque de professionnalisme aussi du professionnel, parce qu'il faut le savoir. Lorsqu'on signe, il faut déjà se renseigner par rapport à la capacité du vendeur ou du prestataire de service d'aller jusqu'au bout de la chose. Et donc, lorsqu'on a passé toutes ces étapes-là, en règle générale, il y a moins de soucis. Mais toujours est-il que lorsqu'on vient nous consulter, c'est qu'il y a eu un problème. À ce moment-là, on s'est peut-être pas posé les bonnes questions. Et souvent, on est obligé de dire que ça ne se réglera que devant le tribunal. Donc nous, on préconise toujours une demande de règlement amiable au préalable. Mais si on a mal réfléchi, mal posé les questions au début, tout simplement... Si on n'a pas les documents. On n'a pas les documents, voilà. Un contrat, un devis. À ce moment-là, la livraison et la garantie après, qui en découle, souvent, ça pose problème. Comment ça se passe? C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle donne, on va dire pour le gros œuvre, à peu près 30% de la totalité. En règle générale, c'est ce qui est préconisé. La banque le sait, ça. En fait, c'est la banque. La banque, elle doit valider le devis. C'est-à-dire que d'abord, tu as le maître d'œuvre qui est la personne qui veut construire sa maison. Donc ensuite, tu as son prestataire, il donne un devis, il faut déjà qu'il accepte ou pas. Quand il a le devis, il présente pour son emprunt à la banque
Et à ce moment-là, le banquier, il a un droit de regard. Il vérifie. Il fait attention. Ensuite, avant de te prêter l'argent, tu as un délai de réflexion. Tu peux te rétracter aussi. Passer tout ça, à ce moment-là, dès lors que c'est validé, on a eu le temps de vérifier, de se poser d'autres questions. À ce moment-là... Et si l'entrepreneur, le constructeur dit « Bon, et voilà, il me faut plus d'argent pour commander, pour acheter le bois, pour acheter le ciment. Et la personne, elle donne. » Voilà. Et puis en fait, on se rend compte que sur le chantier, il y a que 3 À ce moment-là, souvent, c'est là que le problème se pose. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que chacun essaye de voir quel est son degré d'application dans le retard qui a été fait. Et après, il faut discuter. D'un côté, on a une personne qui a fait un emprunt et en règle générale, elle peut plus emprunter. Mais après, il faut juste regarder les responsabilités des uns et des autres. Nous, on n'est pas juge. S'il n'arrive pas à s'entendre, ça se finira devant le tribunal. Mais après, déjà cette première étape, de se poser la question, quelle est ma part de responsabilité? Après, en règle générale, si les gens sont raisonnables, on arrive à une solution. Oui, parce qu'on entend beaucoup de cas, justement, de personnes qui ont donné 8 à 10 millions déjà à l'entrepreneur, et il y a vraiment 3 parpaings sur le chantier. Voilà. Pas sûr que ce soit des gens qui ont fait appel à la banque pour un crédit. On voit bien qu'il y a cette sécurité quand la banque doit lâcher de l'argent, elle demande les devis. Donc c'est quand même une sécurité, mais on sait que pas la plupart du temps, mais qu'il y a une bonne partie des gens qui font de gros achats, on parle quand même de maisons parfois, ou d'amélioration à l'habitat, avec des fonds propres, un crédit à la consommation, où là on n'a pas à justifier. Voilà. Là c'est plus compliqué par contre là. C'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où tu payes le crédit déjà et que t'as pas encore habité quoi. Donc souvent la personne elle a d'autres frais à côté, elle est obligée de louer toujours par exemple le logement qu'elle devait rendre. Donc il y a tout ça qui vient se cumuler quoi. Mais c'est vrai que c'est-à-dire que dès que vous voyez qu'il n'y a aucun travaux à la maison, ou que vous estimez que ce que vous avez déjà déposé comme argent, vous estimez que c'est surtout au-dessus, bien au-dessus de ce que vous avez, vaut mieux arrêter tout de suite? Disons que vaut mieux faire une pause, voir avec le banquier. C'est-à-dire que la première tranche, c'est 30% à peu près. 30%, il faudra les rembourser. Si on voit que dès les 30% versés, il n'y a rien qui monte de terre, donc il faut déjà arrêter les travaux et se poser la question avec le banquier. Est-ce qu'on peut pas, dans un premier temps, on bloque et éventuellement suspendre l'emprunt et rembourser que cette partie-là? Et à ce moment-là, il faut attaquer tout de suite au tribunal. Voilà, faut pas se laisser dépasser. D'abord, une mise en demeure. Demander des explications. Lettre commandée, mise en demeure, on est d'accord? Voilà, lettre commandée, mise en demeure. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à l'huissier qui vient sur le chantier constater les travaux ou les non-travaux. Donc à ce moment-là, c'est des étapes intermédiaires. C'est-à-dire, il faut déjà poser les jalons. Il faut pas attendre qu'on soit vers la fin, parce que la mémoire, elle s'use quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a une personne qui veut qu'on construise sa maison, et donc elle va avoir des demandes. Elle se rend pas compte que parfois la demande, c'est des aspects techniques, matériels, qui vont rajouter et rallonger les travaux. Souvent elle se rend pas compte quoi. Il y a le problème aussi d'entreprises qui ont plusieurs chantiers et qui ont du mal à répondre, pour différentes raisons, mais pouvoir respecter les délais. Victimes de leur succès, on va dire. Donc donc il y a des entrepreneurs aussi qui prennent beaucoup de chantiers, un peu comme la surréservation là sur les vols. Parce qu'ils savent que souvent il va y avoir des soucis, donc ils essaient de prendre plusieurs chantiers. Alors, lorsqu'ils sont bien organisés, en règle générale, pour le gros œuvre, ils ont besoin de beaucoup de personnes. Ils ont des équipes. Alors, l'équipe qui va faire le gros œuvre, après, elle va partir sur d'autres. Et après, derrière, t'as d'autres qui sont spécialisés en finition. Des carreleurs, des plombiers et autres. Donc, lorsqu'ils sont bien organisés, ça peut pas poser trop de problèmes. Et dans ce cas-là, donc après, une fois que la maison est construite, on va partir sur le SAV. Comment ça se passe? C'est-à-dire, alors,
on va Alors, prendre le plus gros, on va prendre à pour une partir maison de la d'abord. livraison, il y a une garantie constructeur quand même de 10 ans. Encore une fois, Ah, il faut mais vérifier c'est pas que... obligatoire ici. Non, mais il faut vérifier que celui qui a fait les travaux, il a souscrit à l'assurance. Parce qu'il faut Ça, on lui demande. On demande. il faut lui poser la question. Est-ce que... Et la réponse suffit pas, il faut voir aussi Voilà. le contrat peut-être, non? Et- Parce que, oui, bien sûr, oui, j'ai En règle souscrit. générale, Oui, faut demander l'assurance. Hein. C'est un peu comme un locataire et le bailleur. Le bailleur va lui demander est-ce que tu as assuré. T'as assuré la Bah, maison. tu le montres. Il faut prouver. Donc il faut des écrits, il faut des actes de telle sorte que les droits soient préservés. Et donc, pour une maison, vous disiez 10 ans 10 ans. ou 2 ans Voilà. par rapport à, Donc après, Vice caché. après, faut tout, pas quoi. oublier, hein, au moment de la livraison, on revient à la conformité. Hein. C'est-à-dire le contrat tel qu'il a été dessiné et sur le plan, il faut qu'il corresponde à celui qui a été livré, quoi. C'est-à-dire, si tu passes un joli dessin, 120 mètres carrés, au final, t'as 80 mètres carrés, il y a un problème. Le top, c'est de faire appel à un architecte. Après, ça a un Voilà. coût, hein, mais Voilà. c'est une sécurité, c'est son rôle, un architecte, de veiller à tout ça, justement. Ah non, hein. ça Non dépend. Tu prends un En fait, architecte pour les plans et après voilà. tu peux avoir un architecte Pour qui suivre t'aide les travaux. pour suivre les travaux. Ouais. Et ça coûte vraiment cher, pas sur un budget, quand on Alors, fait déjà un gros achat. Encore une fois, ça tout dépend. dépend de ce qu'on veut. Ça Voilà. dépend, oui. Tout dépend de l'endroit et puis de la cotation de l'expert, quoi. Et à l'extrême, là, moi, je pensais vraiment à l'extrême, quelqu'un qui a le frère du voisin, du Ouais. cousin, qui est très bon maçon, et puis Ouais. qui va me faire vite fait ma petite maison ou mon mur, sans facture, parce que là, c'est déjà assez cher. Là, il n'y a aucun recours possible. Il n'y a aucun écrit, c'est du copinage. On n'est pas à l'abri de surprise, ça, c'est... disons que, premièrement, on prend un risque, hein, mais bon, parfois j'ai été étonné de voir que ces personnes-là qui avaient une bonne, on va dire bonne réputation, souvent, ils ont une bonne réputation. Mais le problème, c'est que si tu veux être protégé correctement, parce que si tu veux, par rapport aux services administratifs, contributions, par exemple, donc pour être couvert pour tes impôts fonciers et autres, il te faut la conformité. Si tu ne fais pas les choses dans les règles, bah, tu ne peux pas avoir la conformité. Et si tu n'as pas la conformité, tu peux pas avoir l'abattement par rapport à l'impôt foncier, quoi. Si tu fais les choses dans les règles, pendant un certain temps, je crois que c'est 4 ans, tu payes pas. Ben, si tu n'as pas la conformité, et si tu te fais contrôler, tu vas payer dès la première année. Donc il y a en respectant la réglementation, on peut faire des économies. Quel est le secteur d'activité où il y a le plus de retours de votre part? C'est des maisons, des voitures, des meubles? Alors au niveau des voitures, on a eu le salon, donc on commence à avoir des plaintes. Déjà? Pour des quoi? C'est quoi? Des problèmes de livraison, de Des temps de- problèmes de livraison et puis des problèmes, les gens ils ont fini par lire les conditions générales qui étaient très Après. voilà après et surtout par exemple oui c'est ça, ils ont payé une certaine somme et Un et acompte ils ou des lisent. arts? Donc c'est écrit à compte. À compte. Mais en réalité, à la lecture, on considère que c'est comme si c'était des arts, puisque le professionnel leur indique que si le véhicule que tu as commandé livré. n'est pas celui, parce qu'en fait, il ne se fabrique plus. Si c'est pas celui que tu as commandé, on te rend la somme. Sauf qu'il y a un certain délai et la somme est conséquente. Et ils vont la faire fructifier, quoi, Bien sûr, d'ici là. ils utilisent l'argent, oui. Voilà. Il y a le cas aussi où parfois, je parle par exemple là au niveau du SAV pour réparer, pour avoir des pièces. Eh ben il y a des professionnels qui ne se contentent pas de demander juste une petite partie. Ils demandent la totalité de la pièce. Et donc à ce moment-là, non seulement ils ont la possibilité de commander la pièce, mais ils se font payer la marge, les frais. Tout sur le dos du consommateur, quoi. Bah oui, Alors mais que ça qui est devrait être pressé, maximum la moitié ou pareil 30%. Disons que c'est ça, c'est pour pouvoir de telle sorte qu'on puisse, imaginons que la pièce ne se fabrique plus,
la totalité a été payée. Il y a un risque. Il y a quand même un risque. Donc il vaut mieux payer 30% à la commande. Voilà, mais malheureusement les professionnels ils ne te le permettent pas forcément. Et parfois c'est l'unique possibilité pour nous consommateurs d'avoir cette pièce qu'on ne trouve pas sur le territoire. Absolument. Voilà, c'est compliqué. Hein. Donc on va poursuivre avec le SAV. Quelles sont les obligations pour le commerçant pour le service après-vente? Alors la seule obligation donc c'est la garantie légale de conformité de 6 mois. Donc celle-là elle est obligatoire. Donc aussi bien pour les prestations de services que pour les produits. Donc par exemple une réparation de voiture c'est une prestation de service. Normalement après il y a une garantie de 6 mois. On va retrouver tout de suite une personne en direct au 40 86 16 00. Bonjour Yarana. Bonjour, un appel de Paia. Bonjour madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, justement j'ai un problème. On est allé en Nouvelle-Calédonie au mois d'avril et puis bon, on a pris une voiture de location. Alors on a payé avec mon visa premier et on a visité la Nouvelle-Calédonie et en rentrant on a loupé la route, on a stoppé dans un tournant à la sortie d'un hôtel qu'on était. Et on a questionné une voiture en face pour demander quelle direction faut prendre. À ce moment, on a entendu un choc. Mais on était stationnés, on était arrêtés. On s'est dit, oh, ça doit être une graine de palmier qui est tombée sur le capot. On n'a pas fait cas. Et au moment de renvoyer la voiture, quand on est rentré à Nouméa, on a lavé la voiture et on s'est aperçu qu'il y avait un petit bobo sur le capot. Comme une graine de quenette, tu vois, c'est petit, mais on a signalé. Alors, j'arrive à Tahiti, on retourne, on a tout payé nos factures. On arrive à Tahiti, 2 mois après, ils m'envoient un coup de fil. Comme quoi que, voilà, vous avez, avec le bobo, vous avez à payer. Alors j'ai dit, combien? J'ai dit, pourquoi je vais payer? J'étais stationné. Hein, j'ai pas tapé dans quelqu'un, quelqu'un n'a pas tapé sur moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Alors j'ai signalé quand même là-bas, hein, quand j'ai renvoyé la voiture. Combien vous demandez, madame? Eh ben, je sais pas. Alors il me dit, ça va être dans les 40 et 15 000. Et puis voilà, j'ai reçu, il a tiré de mon visa le 31 août. Il a tiré, c'est Point Rouge, hein, la location Point Rouge en Nouvelle-Calédonie. Voilà, combien alors ils ont les saluts s'ils nous écoutent. 1600, mais à 67 066. Pour un petit creux. Un petit truc de... Est-ce que Teddy, vous avez assez d'éléments pour... Il a dit, c'est pas possible. 2 mois après, je lui ai dit, pourquoi vous attendez 2 mois après? Hein, j'aurais envoyé quelqu'un, j'ai de la famille là-bas. Voilà, oui, quelqu'un qui peut réparer. Teddy vous répond. Un devis, au moins. Teddy Hadji de la DGAE vous répond avec les quelques informations que vous venez de communiquer. Avec les petites informations que vous avez données, voilà ce que je peux dire. Le contrat de location, vous l'avez toujours? Oui. Ce serait intéressant que vous me le fassiez parvenir sur notre site à dgae@economie.gov.pf. Alors, vous savez quoi? Vous allez rester en ligne. Donnez juste vos coordonnées. Voilà, on va prendre votre numéro, il s'est pas affiché apparemment. Voilà. Hein. On va prendre votre numéro et puis Teddy va vous rappeler. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait y arriver comme suite alors? C'est si le contrat est bien... En fait, tout dépend comment le contrat est rédigé. En règle générale, quand on loue une voiture, on offre la possibilité de garantie. Tu as plusieurs garanties possibles. Maintenant, elle paye avec une carte. Carte même aussi, avec la carte, il y a une garantie la sur visa la carte. premier en plus. Voilà. Donc ensuite, donc ça pourrait arriver en Calédonie, ça pourrait très bien arriver ici aussi. Donc en fait, tout dépend des garanties qui lui ont été offertes. Donc son contrat sera important. Hein. Donc la jurisprudence c'est celle de Nouvelle-Calédonie qui va s'appliquer, mais étant donné qu'elle était de passage, c'est pas un souci. En plus, elle a de la famille sur place. Donc en attendant, elle a été prélevée. Ça, on peut faire opposition à un moment ou récupérer l'argent. Alors la seule chose, c'est que il y a le contrat et il y a les engagements donc mutuels, mais il faut aussi qu'ils puissent justifier. Parce que nous, on a déjà eu le cas de véhicules de la sorte.
parce que la dame, c'est peut-être pas la seule qui va utiliser le véhicule. C'est vrai que si le véhicule est sous ta responsabilité, il y a un caillou qui arrive dessus, tu es responsable pendant la durée. Mais après, on peut aussi se retourner contre 67 000, il faut voir. Une belle peinture pour toute la voiture, là. Hein. Voilà, c'est ça. Tout dépend de l'éclat. Donc, on compte sur vous pour aider cette auditrice, hein, voilà. Teddy. Vous allez prendre contact avec elle, ne serait-ce que pour vous procurer, que vous puissiez avoir ce contrat de location. Ça s'active un petit peu au standard, comme d'habitude. On réagit surtout sur la fin de l'émission. C'est compliqué, hein, les contrats, les conditions de. Si avant de signer quelque chose, est-ce que vous invitez nos auditeurs à venir vous voir avec la DGAE pour vérifier avant de signer le contrat? Ça, c'est possible ou c'est pas votre rôle? Alors là. Alors là, ils seront pour une maison, pour une voiture, pas pour je travaille 24 heures sur 24. Non, mais pas pour un pot de yaourt, mais pour l'acquisition d'une maison, pour une voiture, quelque chose d'assez conséquent quand même. Normalement, ça vous évitera peut-être des problèmes, vous travaillez plus après, peut-être, non? Des problèmes assez personnels, oui, c'est vrai. Non, en fait, c'est la première chose, c'est il faut essayer de lire. Si jamais on ne comprend pas quelque chose, il faut poser la question. Poser la question aux professionnels ou même à quelqu'un de son entourage. De plus en plus de personnes maintenant, ils se déplacent à la DGAE pour se renseigner. Mais souvent, quand on a pris la précaution de bien poser les bonnes questions au départ, souvent on a moins de problèmes. J'ai pas dit qu'il y en avait plus, mais il y en a moins. Donc après, surtout les écrits, il faut les garder. Les contrats, les factures. Et puis cette dame-là, ça peut être aussi, comme elle était en stationnement dans la cour de l'hôtel, peut-être, ça peut être, après ça peut être sur l'hôtel, ça peut être l'assurance de l'hôtel qui peut aussi... C'est vrai que c'est facile, elle est à distance maintenant, elle est plus en Nouvelle-Calédonie. Alors, il faut savoir que par rapport à ce problème, par exemple ici en Polynésie française, avant qu'il y ait les intempéries, ce genre de problème, il aurait été pris en charge par la garantie. Parce qu'il y a les assurances aussi. Bien sûr. Avant le 12 décembre 2015, lorsque un caillou tombait sur ta voiture, un arbre tombait sur ta voiture, c'était considéré comme accident. Certaines assurances ont changé la définition du mot accident en excluant les forces de la nature. Donc il y a ça aussi. Donc tu es garanti de tout risque. Mais par contre, pas les forces de la nature. Si l'arbre tombe sur toi ou le rocher, ce n'est plus pris en charge. On pourrait faire une émission d'1 heure avec les assurances. Voilà. Avec les assurances, oui. Donc voilà. Donc tout dépend comment le contrat est rédigé, et donc il faut se fier aux écrits. Français, tahitien, parce que là on évoque des contrats lisibles. Alors en Calédonie, je ne sais pas. Je sais qu'en Polynésie, c'est français, tahitien, c'est les deux. C'est obligatoire. Ben oui. Ok. Non mais je pose la question. Oui, c'est obligatoire. Si déjà c'est que en français, faut se poser la question. C'est pas normal. Voilà. Il devrait pouvoir y avoir les deux langues. Okay. Donc voilà. Donc d'autant plus, oui. Donc ça c'est important. Donc on va revenir juste rapidement, et juste pour conclure, par rapport au service après-vente, quelles sont rapidement les obligations du commerçant? Donc alors, il faut que la garantie légale de conformité, le bien doit être propre au contrat. Donc si dans le contrat on dit que l'objet a certaines qualités, il doit les préserver pendant 6 mois. On fait une réparation, ça doit marcher au moins 6 mois. Donc ensuite il y a la garantie commerciale que le commerçant peut accorder. Et à ce moment-là, il faudra qu'il précise est-ce que c'est la garantie pièce, main-d'œuvre, les deux. Qu'en est-il si c'est par exemple un vêtement? Je sais pas moi, au bout d'une semaine, le vêtement se déchire complètement. Alors, en règle générale, pour le vêtement, alors le professionnel doit l'indiquer sur le lieu. C'est-à-dire que est-ce que le client a la possibilité, par exemple, de ramener, de faire un échange. Normalement, quand tu fais un achat, c'est un achat ferme. Donc, lorsque tu payes, normalement l'achat est ferme. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de ramener l'objet? Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, d'avoir un avoir? Est-ce qu'on te le rembourse ou est-ce que tu as un avoir? On en parlera certainement très prochainement. Passionnant toujours, c'est sûr. Merci Teddy Adjei de la